Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Aujourd'hui, je vais vous présenter un podcast issu d'un article d'Audrey Wang, traduit et rédigé par Fetty Adler et Joanne. Cet article nous parle de comment une expérience psychologique sur le ressentiment a révélé pourquoi presque tout le monde se sent lésé. L'expérience psychologique sur le ressentiment a débuté de façon assez improbable, comme un spectacle télévisé, une boîte en bois, un public silencieux et une promesse qui ressemblait étrangement à de la magie. Ce qui s'est déroulé sur cette scène cependant n'était pas une démonstration de pouvoir psychique, mais la révélation discrète d'une réalité bien plus ordinaire et bien plus troublante. L'architecture émotionnelle partagée par des millions de personnes qui croient, souvent sincèrement, que la vie les a traités injustement. L'émission a été diffusée il y a des années sur une chaîne de télévision américaine et est rapidement devenue un phénomène d'audience. Les spectateurs s'attendaient à du mystère. Ce qu'ils ont découvert, c'est de la reconnaissance. La boîte en bois sur scène. Au centre du studio de télévision trônait un objet banal, une boîte en bois, garnie de dizaines de petits tiroirs numérotés. À côté, un homme présenté comme un psychologue renommé tournait le dos au public. Le principe était simple. Un volontaire montait sur scène. Sans se retourner, le psychologue devinait un numéro, demandait à l'animateur d'ouvrir le tiroir correspondant et remettait aux participants l'enveloppe qui s'y trouvait. La première volontaire était une femme au foyer d'âge mûr. Après un bref silence, le mentor a calmement repris. « Tiroir numéro 6. » L'enveloppe a été récupérée, la femme l'a ouverte, a parcouru la page du regard et a fondu en larmes. « Vous avez lu dans mes pensées, » a-t-elle sangloté. « Je n'ai jamais confié ces pensées à personne, pas même à moi-même. » Elle a regardé le mentor comme s'il était à la fois un prophète et un confesseur. « Vous devez être envoyé par Dieu. » Le mentor n'a pas répondu. « Au suivant, » a-t-il dit. Un schéma se dégage de l'expérience psychologique du ressentiment. Le deuxième volontaire, un ingénieur, a été dirigé vers le tiroir numéro 12. Il a ouvert l'enveloppe, a fixé la page et a secoué la tête incrédule. « Impossible, a-t-il dit. Ce sont mes pensées les plus intimes. » Un enseignant a suivi, puis un employé de bureau et un retraité. Différents tiroirs, différentes personnes, la même réaction. Certains participants ont pleuré, d'autres ont ri nerveusement. Quelques-uns se sont agenouillés pour prier. L'assistance a murmuré, fascinée par ce qui semblait être une intimité troublante entre le mentor et de parfaits inconnus. Un psychologue a un jour fait remarquer « Votre subconscient guide votre vie et vous appelez cela le destin. » Assis dans cette salle, il était difficile de ne pas ressentir la vérité de cette affirmation comme une évidence troublante. La révélation. Lorsque le dernier volontaire a regagné sa place, l'animateur a invité les participants à se rassembler sur scène et à lire leurs lettres à voix haute. La femme au foyer a pris la parole la première. Sa voix tremblait lorsqu'elle a lu. « Vous avez songé à fuir votre vie, mais le courage vous fait défaut. Votre bonté est devenue votre faiblesse. Vous savez que les choses sont injustes et pourtant vous endurez pour ceux que vous aimez. Vous craignez le changement, car vous ne voulez blesser personne. Ressentiment et impuissance, vous les avez portés en silence. » L'assistance est restée silencieuse. Puis l'ingénieur a lu sa lettre. Elle était identique, mot pour mot. Celle de l'enseignant l'était aussi, ainsi que celle des employés de bureau et des retraités. Chaque tiroir de la boîte en bois contenait une lettre identique. Le mentor s'est tourné vers l'assistance pour la première fois. Il n'y avait eu ni télépathie, ni don de voyance. Les enveloppes n'étaient pas personnalisées. Elles étaient universelles. Un miroir, pas un miracle.
L'homme sur scène n'était pas un guide spirituel, mais un psychologue. La lettre, a-t-il expliqué, mettait en lumière 3 traits émotionnels qui se manifestent avec une remarquable constance chez les adultes modernes. Premièrement, je suis gentille et pourtant je suis toujours blessée. Deuxièmement, je me sens lésée et incompris. Troisièmement, je me sacrifie pour les autres. Les larmes du public n'exprimaient plus l'admiration, mais la déception. Les gens pensaient que leur souffrance était unique. Ce qui les a troublés, c'est de découvrir à quel point elle était répandue. C'est là le cœur de l'expérience psychologique sur le ressentiment. La douleur était réelle, mais l'histoire qui la sous-tendait était partagée. Alors d'où vient le sentiment d'injustice ? Il est indéniable que de véritables injustices existent. Les systèmes lèsent les individus, abusent de leur pouvoir et sont contraints par des circonstances indépendantes de leur volonté. La psychologie ne conteste pas ce constat. Elle pose plutôt une question plus subtile et plus dérangeante. Quelle part de notre ressentiment quotidien est d'origine interne ? Nous nous surmenons et attendons de la gratitude. Nous évitons de dire non et nous détestons l'obligation qui en découle. Nous réprimons la colère sous couvert de politesse et nous l'appelons vertu. Nous souffrons en silence et supposons que la souffrance devrait être récompensée. Lorsque la récompense ne vient pas, le ressentiment comble le vide. Alfred Adler a dit un jour « Tous les problèmes sont des problèmes interpersonnels. » Ce que nous percevons souvent comme une injustice, affirmait-il, est en réalité un conflit entre des attentes tacites et une réalité indifférente. Se complaire dans le rôle de victime procure un étrange réconfort. Cela préserve notre innocence morale. Cela nous permet de blâmer sans risque. Se plaindre fait mal, mais changer fait encore plus mal. 2 manières d'interpréter une même vie. Les psychologues décrivent souvent une bifurcation dans la perception qui survient face à la difficulté. Une première voie se présente ainsi. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi les autres réussissent-ils alors que je souffre ? Le monde devient une force hostile, on se décharge de ses responsabilités. La colère couve. L'autre voie commence par l'acceptation. Voilà la situation, que puis-je y faire ? L'énergie se déplace de la culpabilisation vers l'action. Il ne s'agit pas d'opposer optimisme et pessimisme, mais bien capacité d'agir. Viktor Frankl, dans son ouvrage « Découvrir un sens à sa vie », décrit cet écart comme l'espace entre le stimulus et la réponse. Le seul espace où la liberté existe. Le ressentiment comble cet espace et enferme les individus dans la réaction. Il ne s'agit pas d'opposer optimisme et pessimisme, mais bien capacité d'agir. Viktor Frankl, dans son ouvrage « Découvrir un sens à sa vie », décrit cet écart comme l'espace entre le stimulus et la réponse, le seul espace où la liberté existe. Le ressentiment va combler cet espace et enferme les individus dans la réaction. L'impuissance acquise est le réconfort du ressentiment. La psychologie a donné un nom à ce qui se produit lorsque les gens se sentent impuissants de manière répétée. L'impuissance acquise. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour changer le cours des choses, les individus cessent tout simplement d'essayer. Ils acceptent la souffrance comme une fatalité. L'identité de victime leur devient familière, voire réconfortante. Dans cette perspective, le ressentiment n'est pas seulement une souffrance,
C'est une stratégie qui permet de maintenir une certaine stabilité émotionnelle. Il procure une certitude. Je suis innocent, le monde est coupable. L'expérience de la boîte en bois a ébranlé cette certitude. Elle a révélé que le ressentiment, loin d'être la preuve d'une singularité morale, est l'une des attitudes émotionnelles les plus courantes dans la vie moderne. Alors pourquoi la lettre a-t-elle fonctionné ? La lettre a fonctionné car elle exprimait ce que beaucoup de gens pensent en secret, mais admettent rarement. Que la gentillesse devrait être récompensée, que le sacrifice devrait être reconnu, et que l'endurance devrait permettre d'échapper à la souffrance. Ces croyances sont compréhensibles, mais aussi illusoires. La vie ne se résume pas à une logique morale. L'effort est nécessaire mais jamais suffisant. La gentillesse augmente les chances de créer des liens, mais ne les garantit pas. L'expérience psychologique sur le ressentiment n'a pas humilié ses participants, elle les a humanisés. Elle a montré que le sentiment d'avoir été lésé n'est pas un échec personnel et ne constitue pas non plus un jugement sur la réalité. Du grief à la responsabilité. Il arrive un moment dans le développement psychologique où le ressentiment ne peut plus être uniquement imputé aux circonstances. À ce moment-là, la responsabilité revient discrètement à son propriétaire. Cela ne signifie pas excuser le préjudice ou nier l'injustice. Cela signifie reconnaître que s'accrocher à la rancune comme fondement de son identité coûte plus cher que cela ne protège. Les personnes qui ont quitté ce studio n'ont pas trouvé de solution. Elles ont reçu quelque chose de plus précieux, une nouvelle perspective. Leur souffrance était réelle, leur histoire cependant a été partagée. Alors dans cette reconnaissance réside une liberté subtile, celle de sortir du carcan des attentes et d'entreprendre une tâche moins spectaculaire mais infiniment plus puissante, de choisir comment réagir. L'expérience psychologique sur le ressentiment ne se termine pas par des applaudissements, mais par une question à laquelle chaque spectateur doit répondre seul. Si ma douleur n'est pas unique, que vais-je faire désormais ? Merci d'avoir écouté ce podcast. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Hardcore. L'extrait de musique que vous avez écouté nous est gentiment offert par l'artiste Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube.